Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre la rétrospective de l'actualité sur A12. Cette semaine, la politique française a été marquée par la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. En marge du sommet de l'UA, Emmanuel Macron a rencontré les dirigeants du pays du G5 Sahel. Les discussions ont porté sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et le financement de celle-ci. Le président Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel, en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé le même jour, assombri par des attaques djihadistes dans des pays du Sahel. Ces entretiens ont eu lieu après plusieurs attaques meurtrières qui ont de nouveau frappé le Mali et le Nigeria depuis vendredi, faisant 25 victimes. Notre souhait est d'éradiquer dans toute la région le terrorisme par la coordination sécuritaire entre la force conjointe des pays du G5 Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. L'opération française Barkhane et la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA a déclaré Emmanuel Macron. C'est la première fois au monde que des pays mettent en commun leurs responsabilités régaliennes de formation de leur élite militaire, a souligné le colonel Charles Michel, qui représente l'armée française. La force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes est appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane, déployée notamment dans le nord du Mali. Emmanuel Macron est attendu ce mardi au Nigeria. Le président français a été également au Nigeria où il a évoqué avec son homologue Muhammadu Buhari les questions de sécurité en Afrique en général et au Sahel en particulier. Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour célébrer la vivacité culturelle de l'Afrique. Au Nigeria, Emmanuel Macron n'est pas étranger. Il y a été formé en tant que haut fonctionnaire à l'ambassade de France à Lagos en 2004. Arrivé ce mardi à Abuja, Emmanuel Macron a rencontré son homologue nigérien Muhammadu Buhari au cours d'un entretien axé sur la sécurité et le terrorisme. Dans la lutte contre l'insurrection djihadiste de Boko Haram, le président français a réitéré les engagements de la France pour un accompagnement dans la défense et la stabilité de la région du Sahel. Des perspectives et opportunités pour la jeunesse africaine ont également été abordées. C'est d'élargir notre partenariat et le partenariat entre nos deux pays. C'est de l'élargir sur les sujets culturels, sportifs et économiques. Premier président français à se rendre à Lagos, Emmanuel Macron a tenu à y retourner pour un rendez-vous festif afin de changer des soirées protocolaires. Exceptionnellement, le président français a laissé tomber veste et cravate pour célébrer la créativité africaine dans une salle de concert de Lagos au lieu de l'afrobeat contestataire de l'icône nigériane Fela Kuti. Emmanuel Macron a saisi cette occasion pour lancer l'organisation de la saison des cultures africaines qui va se tenir en France en 2020. Lancement justement de la saison culturelle Afrique que nous allons organiser en 2020 en France et avec aussi une volonté de reconnaître et de donner à voir la vitalité de la scène culturelle africaine. Le Nigeria y sera à l'honneur avec ses musiciens, ses cinéastes ou encore ses créateurs de mode. L'attention des Africains était portée à Nouakchott en Mauritanie où se tenaient les 1er et 2 juillet le 31e sommet ordinaire de l'UA. Les dirigeants ont évoqué notamment les questions de sécurité ainsi que la zone de libre-échange continentale. Parallèlement aux questions de sécurité liées aux crises sur le continent, dont celle en RDC Congo, au Sahara occidental, à la guerre civile au Sud-Soudan, les dirigeants de l'UA ont discuté de la zone de libre-échange continental en abrégé ZLEC, qui pourrait représenter un marché de plus de 1,2 milliard de personnes. 44 pays sur 55 avaient signé en mars à Kigali l'accord sur la ZLEC. 5 nouveaux pays ont signé dimanche: l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, la Namibie, le Lesotho et le Burundi. 6 pays ont ratifié l'accord qui entrera en vigueur quand 22 l'auront fait. C'est un progrès significatif. Il faut relever des progrès notables vers l'Afrique que nous appelons de nos vœux, a déclaré le président en exercice de l'UA, Paul Kagame, à l'issue du sommet. En outre, les dirigeants de l'UA ont officiellement décidé de soutenir la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Et les djihadistes maliens se sont invités au sommet de l'Union africaine. 2 attaques à explosifs ont eu lieu à Sévaré et à Gao contre les militaires français de Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. À la suite de ces événements, le président malien s'est rendu sur les lieux.
Les groupes armés maliens viennent de rappeler aux dirigeants de l'Union africaine réunis en sommet en Mauritanie qu'il n'est pas vain de se pencher prioritairement sur les questions de sécurité du continent. 3 attaques à moins d'un mois de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain rappellent l'instabilité qui prévaut au Mali. Le bilan fait état de 4 soldats français de la force Barkhane blessés et au moins 2 morts et une vingtaine de blessés chez les civils, a indiqué l'état-major français des armées. Ils sont morts, abattus, tués, assassinés froidement par les ennemis de toutes ces valeurs-là. Rien ne saurait justifier une telle horreur. L'envie de tuer est là. Est là. Le PC du G5 Sahel est un PC opérationnel, mais dont toute intelligence humaine doit savoir que le but premier, c'est la paix dans cet espace sahélien. En outre, 10 soldats nigériens ont été tués et 4 sont portés disparus dans une autre attaque attribuée au groupe islamiste nigérian Boko Haram dans le sud-est du Niger. Hommage à ce sommet de l'Union africaine, le G5 Sahel s'est réuni pour trouver des solutions immédiates aux attaques des djihadistes. Seulement, la mise en œuvre effective du G5 Sahel est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de violation des droits de l'homme par les soldats de la force conjointe. Au Zimbabwe, la police a annoncé l'arrestation de 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a visé, sans l'atteindre, le président Emmerson Mnangagwa et tué 2 de ses gardes-corps. Les détails avec Mama Dietry. Le chef de la police du Zimbabwe, Godwin Matanga, n'a donné aucun détail sur l'identité ou les faits reprochés aux 2 suspects. Auteur de cet acte insensible, je vous préviens que nous vous trouverons, où que vous vous cachiez, et que vous ferez face à la pleine colère de la loi. Au public, je veux dire que nous avons déjà pris des mesures pour accroître nos vigilances en tant qu'agents d'application de la loi pour assurer votre sécurité et votre sûreté. L'attentat, une première fois dans l'histoire contemporaine du Zimbabwe, n'a pas été revendiqué, mais le chef de l'État au pouvoir depuis novembre dernier a mis en cause les partisans de sa rivale Grace Mugabe, l'ancienne première dame. Godwin Matanga, lors d'un discours à des policiers à Bulawayo, a salué la coopération et le soutien que son équipe d'enquêteurs a reçu et qui a permis l'arrestation des 2 suspects. Nous applaudissons de tout cœur la position du gouvernement sur la tolérance zéro à l'égard de la violence politique et nous prêchons inlassablement la nécessité pour le pays d'organiser des élections libres, justes, crédibles et transparentes. Rappelons que le 23 juin dernier, une grenade a explosé à la fin d'une réunion électorale de Mnangagwa, qui se tenait à Bulawayo, considéré comme un bastion de l'opposition. La déflagration a tué 2 membres de la sécurité présidentielle et des dizaines d'autres personnes, dont les 2 vice-présidents du pays, légèrement atteints. Et en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a réussi à préserver son gouvernement en concluant à l'arraché avec son ministre de l'Intérieur un compromis restreignant fortement la politique migratoire du pays. Ce compromis prévoit l'instauration de centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Réécoutons Angela Merkel. Cet accord solide, qui correspond à mes idées, me permet de rester ministre fédéral de l'Intérieur, des Travaux publics et de la patrie. Avec cet accord, nous conservons l'esprit du partenariat européen et, en même temps, nous avons une solution pour organiser et minimiser la migration secondaire. C'est ce qui était et reste le plus important pour moi. C'est pourquoi je crois aujourd'hui, après des discussions difficiles, nous avons trouvé un bon accord. Le Mexique a assisté à la victoire historique de Andrés Manuel López Obrador aux élections présidentielles, offrant ainsi un premier succès à la gauche. C'est avec 53% des voix que l'ancien maire de Mexico, López Obrador, a obtenu la victoire à la présidentielle mexicaine. Il devance ainsi le conservateur Ricardo Anaya et José Antonio du Parti révolutionnaire institutionnel, parti au pouvoir.
qui ont obtenu respectivement 22% et 16% des voix. Après 2 échecs successifs, López Obrador, ce vétéran de la gauche, obtient un succès sans précédent au niveau national, mais également régional et local, en décrochant au moins 6 postes de gouverneur sur les 9 en jeu avec son parti, le Mouvement de Régénération Nationale. López Obrador aura su capitaliser sur les aspirations d'une grande partie des Mexicains en se présentant en candidat des plus modestes, bien décidé à chasser la mafia du pouvoir, incarnée par le président Enrique Peña Nieto. Avec ses alliés, le nouveau président mexicain va prendre ses fonctions en décembre prochain avec une majorité d'au moins 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Toujours en politique, l'ex-premier ministre malaisien Naïb Razak a été libéré mercredi dernier sous caution après avoir été accusé de corruption pour avoir accepté des millions d'euros de pots de vin dans le cadre d'un énorme scandale de détournement de fonds. Ces accusations sont liées à la société SRC International qui était à l'origine une filiale énergie de Malaysia Development Biad, un MDB, le fonds souverain créé par Naïb à son arrivée au pouvoir en 2009. Premier ancien chef de gouvernement de ce pays d'Asie du Sud-Est à comparaître devant un tribunal, Naïb Razak est accusé d'avoir accepté un pot de vin de 8,9 millions d'euros et de 3 autres délits d'abus de confiance. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'inculpation. Je suis heureux de voir que la justice est faite contre nos dirigeants corrompus, mais en même temps, je pense que c'est juste le début. Une opinion qui n'est pas de l'avis de tous. J'ai vraiment le sentiment qu'il n'est pas coupable, juste que des gens ont inventé des éléments de preuve. Mahathir cherche des preuves, inventer des preuves, c'est tout. Le tribunal a exigé que l'ex-premier ministre, qui devrait être libéré sous caution plus tard dans la journée, remette son passeport pour éviter toute fuite à l'étranger. Naïb, âgé de 64 ans, a toujours nié toute malversation. L'affaire MDB fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays, notamment à Singapour, en Suisse et aux États-Unis. Rappelons que cette affaire de détournement de grande ampleur a largement contribué à la défaite aux législatives en mai dernier de l'ancienne coalition qui était au pouvoir depuis 61 ans et dirigée par M. Naïb. À Jérusalem, les Américains ont célébré dans leur ambassade l'Independence Day, une occasion pour le Premier ministre israélien d'adresser des messages forts à l'attention des dirigeants européens pour lutter contre le terrorisme. C'est la 241e année de l'Independence Day que les Américains célèbrent ce 4 juillet. Pour la première fois, les États-Unis sont fiers et reconnaissants de recevoir les vœux d'anniversaire depuis leur ambassade à Jérusalem, la capitale de l'État d'Israël. La création des États-Unis d'Amérique a représenté un événement sans pareil dans l'histoire du monde. Le nouvel État s'est alors constitué d'emblée en une démocratie. Il était enraciné dans la Bible et l'un de ses principes fondamentaux était la tolérance religieuse. Dans l'histoire américaine, les Juifs occupent une place de choix, mais l'on notera cependant que certains pères fondateurs des États-Unis, autres que Washington, ont été moins accueillants envers les Juifs. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la célébration à Jérusalem de l'Independence Day vient consolider la nature des relations entre les États-Unis et Israël. C'est une merveilleuse célébration du 4 juillet en Israël, mais celle-ci est spéciale. En un an, le président Trump a déclassé l'ambassade après avoir déclaré la Jérusalem capitale d'Israël. Et vous vous rappelez de cet accord nucléaire iranien? Vous vous en rappelez sûrement. Le président Trump a décidé de quitter ce très mauvais accord et il a fait la meilleure chose pour la sécurité du monde et pour la sécurité d'Israël. Benjamin Netanyahou a par ailleurs saisi cette occasion pour demander aux dirigeants européens d'arrêter de financer le régime qui parraine le terrorisme européen. L'actualité en économie cette semaine a été dirigée vers la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Après des semaines de tensions et de négociations avortées, les États-Unis ont finalement imposé des tarifs douaniers sur 34 milliards d'importations chinoises. Les importations de cerises, porc et whisky devaient être fortement taxées et devenir hors de prix en Chine après le possible déclenchement d'une guerre commerciale Pékin-Washington ce vendredi. En effet, la Chine a déjà promis de répliquer avec une taxe de 25%
sur des centaines d'importations américaines, notamment des produits agricoles, mais aussi l'automobile. Les importations de sorgho américains sont elles aussi dans le viseur. Les États-Unis sont les premiers fournisseurs de la Chine avec 4,8 millions de tonnes vendues l'an dernier. Par ailleurs, la Chine importe chaque année environ 95 millions de tonnes de soja. Les graines sont principalement utilisées pour l'alimentation animale et pour la production de l'huile de cuisson. Le dossier du soja s'avère donc aussi délicat. En ciblant ce végétal, Pékin veut appuyer là où ça fait mal, car les États-Unis en ont exporté l'an dernier vers la Chine pour 14 milliards de dollars, soit un tiers de leur production. Problème pour le géant asiatique, mis à part l'Amérique, aucun autre pays ne fait pousser suffisamment de soja pour répondre à la demande chinoise. Dès l'application des droits de douane, l'impact sur le prix du soja et autres produits agricoles sera immédiat. Djibouti a procédé à l'inauguration ce jeudi à ce qui doit devenir à terme la plus grande zone franche sur le continent africain. Le pays compte tirer pleinement profit de sa situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge et fait croître son PIB de 11%. La première phase de ce projet lancé jeudi comprend une zone de 240 hectares. Une fois terminé, ce projet de 3,5 milliards de dollars, dont la construction est prévue pour durer 10 ans, devrait s'étendre sur 4800 hectares, ce qui en ferait la plus grande zone franche en Afrique. Le projet vise à permettre à des sociétés étrangères d'installer des industries de transformation dans la zone franche pour ajouter de la plus-value aux produits plutôt que simplement importer ou exporter des matières premières. Lors de la cérémonie dans la capitale Djibouti-Ville, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare, point culminant d'un nombre important de réalisations d'infrastructures. La zone franche internationale de Djibouti est en cela un projet phare qui culmine un nombre important de réalisations d'infrastructures qui ont vu le jour ces dernières années et qui vont dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. Notons que la zone franche internationale de Djibouti est gérée par le Project Preparatory Group, constitué de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et de 3 partenaires chinois majeurs. Notamment, cette réalisation permettra, à terme, la création de plus de 350 000 nouveaux emplois avec une proportion de travailleurs étrangers limitée à 70% les 5 premières années et à 30% par la suite. Rappelons qu'en 2017, Djibouti a inauguré 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire, le reliant à l'Éthiopie, dans le cadre de son projet visant à devenir la plateforme commerciale de la région. En société au Japon, les gourous de la secte Aum et 6 autres ex-membres de cette organisation japonaise, tous condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque du gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995, ont été exécutés ce vendredi, a annoncé le gouvernement. Siaka Koni. Par cette déclaration officielle, le ministre japonais de la Justice, Yoko Kamikawa, confirme l'exécution des 7 membres du groupe Aum Vérité Suprême, une secte japonaise. Condamnés en septembre 1999 à la peine capitale suite à l'attentat au gaz sarin, ces criminels ont attendu 19 ans dans le couloir de la mort. Mode opératoire de cette organisation occulte japonaise, Aum Vérité Suprême, l'usage de gaz sarin. Ils répandaient le gaz sarin dans les rames de métro convergeant vers le cœur administratif de la capitale. Des sacs en plastique emplis de gaz déposés auparavant dans 5 rames de métro de Tokyo. Percés par des pointes de parapluie, les poches ont libéré le poison ce matin du 20 mars 1995 en pleine période de pointe, faisant 13 morts et causant des maux divers, parfois irréversibles, à 6300 autres dans le métro de Tokyo. De nombreux passagers suffocants sans plus rien voir des diverses bouches de métro des lignes visées. Pour le ministre japonais de la Justice, il s'agit d'un crime sans précédent. Aujourd'hui, l'État a exécuté 7 personnes. J'énonce les noms par ordre des procès finaux. Le premier est Shoko Sahara, dont le véritable nom est Shizuo Matsumoto.
Cette série de crimes a été perpétrée de façon organisée. Ce sont des actes extrêmement atroces et graves, sans précédent, et qui ne doivent jamais se reproduire. Ils ont plongé non seulement le peuple japonais, mais aussi les populations des pays étrangers dans l'horreur extrême et ont bouleversé la société. À noter que le mouvement japonais a reconnu pour la première fois sa responsabilité dans l'attentat contre le métro de Tokyo et celui de Matsumoto, ayant créé de nombreux désarrois au sein de la population nippone. Cependant, au sein de la population, la sérénité n'est pas de mise et la déception énorme, car il a fallu jusqu'à 23 ans depuis l'attentat pour l'exécution de cette sanction. Et en France, le braqueur récidiviste Redouane Faïd, 46 ans, s'est évadé par hélicoptère avec la complicité d'un commando armé de sa prison de Seine-et-Marne, 5 ans après une première évasion spectaculaire de la prison de Lille. Le braqueur récidiviste Redouane Faïd, 46 ans, s'est évadé dimanche dernier par hélicoptère avec la complicité d'un commando armé de sa prison de Seine-et-Marne, 5 ans après une évasion spectaculaire de la prison de Lille. L'opération qui s'est déroulée vers 11h30 a duré quelques minutes et n'a fait ni blessés ni otages. C'est une évasion tout à fait hors norme qui a supposé manifestement un commando très bien préparé, puisqu'il y avait un hélicoptère, 3 personnes, plus un instructeur qui a été pris en otage. Donc c'est de sources proches du dossier, on précise que l'évasion s'est faite avec 3 complices et l'hélicoptère a été retrouvé à Gonesse dans le Val d'Oise, à une 60aine de kilomètres de la prison. Un dispositif de recherche a été activé dans toute l'Île-de-France. Selon une source policière, le pilote de l'hélicoptère a été pris en otage par les complices de Redouane Faïd. En état de choc, il a été transporté à l'hôpital. Nous avons là un commando qui sans doute avait repéré les lieux par le biais de drones. L'enquête judiciaire qui est en cours le dira certainement, et qui a donc conduit à cette évasion tout à fait spectaculaire en permettant... Redouane Faïd a été condamné en appel en avril dernier à 25 ans de réclusion pour un braquage raté dans le Val-de-Marne, qui avait coûté la vie en 2010 à la policière municipale Aurélie Fouguette, mitraillée à l'issue d'une course folle sur l'autoroute. Il a été condamné 2 fois aux assises en 2017 à 10 ans de réclusion pour son évasion de la prison de Lille-Séguétin en 2013 et 18 ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé dans le pas de Calais en 2011. Restons en France, où environ 50 réfugiés du bateau Lifeline sont arrivés ce jeudi depuis Malte, conformément à l'engagement pris par Paris. Vers 9h20 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont arrivés les 52 réfugiés du bateau humanitaire Lifeline. Tous avaient été identifiés dès leur arrivée à Malte par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, OFPRA, comme relevant d'un besoin de protection au titre de l'asile, selon un communiqué de l'Intérieur. Parmi ces réfugiés se trouvent 42 Soudanais et 3 Érythréens, ainsi que des ressortissants de Somalie, du Tchad, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Les arrivants ont regagné dans la journée des centres d'accueil où ils vont rester de 10 à 15 jours. Ils devraient obtenir très rapidement le statut de réfugié, le temps d'enregistrer formellement leur demande et d'être orientés vers des structures plus pérennes. Ce sont des demandeurs d'asile qui présentent la particularité d'avoir été entendus par les services de l'OFPRA déjà à Malte. Donc c'est un parcours de demandeurs d'asile, mais il est simplifié du fait qu'ils étaient vus par les autorités françaises avant leur arrivée. Les arrivants vont aussi bénéficier d'une formation linguistique et aux valeurs de la République dans le cadre du contrat d'intégration républicaine sous la houlette de l'Office français d'immigration et d'intégration. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cette opération montre la solidarité très concrète de la France avec ses voisins européens, en première ligne pour les arrivées par voie maritime, a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, en rappelant que la France avait été un des premiers pays européens à s'engager pour cet accueil. Selon Pascal Brice, directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, cette opération montre la capacité des Européens à mener sur le sol une instruction des dossiers de l'asile dans de bonnes conditions. C'est une mobilisation européenne et qui montre que les Européens sont capables de répondre à la situation sur la question de l'asile dans le respect du droit. Et vous voyez, en accueillant ici en France 52 réfugiés.
Le Lifeline, avec à son bord 233 migrants, avait accosté le 27 juin à La Valette après s'être vu refuser l'accès au port italien, tout comme l'Aquarius qui avait été accepté par le port de Valence. Rappelons que près de 180 migrants sont morts ou disparus depuis vendredi en Méditerranée, selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par les gardes-côtes libyens. Une autre actualité en France, au centre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, la répression des infractions sexuelles sur mineurs a suscité de vives critiques. Cette mesure très controversée aurait permis de renvoyer les violeurs sur mineurs en correctionnel. Seulement, le gouvernement a retiré l'atteinte sexuelle avec pénétration. Toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur en absence de contrainte est considérée comme une atteinte sexuelle et est passible d'un délit de 5 ans d'emprisonnement. Telle est l'essence du projet de loi concernant les infractions sexuelles sur mineurs. Un projet qui ne rencontre pas l'approbation de plusieurs associations. Elle s'indigne particulièrement des modifications concernant aussi bien le viol que l'atteinte sexuelle. L'article 2 doit, selon certaines associations, être retiré du projet puisqu'il a pour ambition de faciliter les condamnations pour viol. Le gouvernement a conçu une nouvelle infraction dans laquelle il ne sera plus nécessaire de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, surprise ou menace, et qu'à partir du moment où il y a eu pénétration sexuelle d'un adulte sur un mineur, ce sera considéré comme un délit, alors qu'actuellement, c'est considéré comme un crime. Selon Yves Crespin, porte-parole d'un collectif d'associations, il faudrait instaurer une présomption de non-consentement qui implique que toute pénétration sur un mineur de moins de 15 ans soit considérée automatiquement comme un viol. Nous voulons qu'il y ait une présomption de non-consentement, que la relation sexuelle d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans soit considérée comme un crime et que l'auteur ne puisse plus échapper aux poursuites, sauf cas contraire, évidemment, il peut y avoir une preuve contraire. Une telle automaticité est très attendue par les associations de défense des droits des femmes et des enfants. Le texte est soumis à une commission mixte paritaire, Assemblée-Sénat, après les discussions en séance qui devraient se terminer ce jeudi. S'il n'y a pas de consensus entre les parlementaires, le dernier mot ira à l'Assemblée. Si la nouvelle loi est Toujours en société en Afrique, des centaines de personnes sont sorties dans les rues de Kampala pour dire stop à une vague de crimes contre les femmes en Ouganda. 42 femmes ont été retrouvées mortes à Kampala et dans ses environs au cours des 3 dernières années. À la suite de ces événements, plusieurs personnes ont défilé dans les rues de la ville pour exiger que des mesures soient prises à la suite des récents enlèvements et meurtres de femmes en Ouganda. Et parmi les manifestants, Stéphanie Rivoal, l'ambassadrice de la France en Ouganda. En Ouganda, de nombreuses femmes ont été kidnappées, tuées, violées, parfois même dépecées. Ici en Ouganda, ces violences sont insupportables. Je suis là aux côtés des femmes ougandaises pour une meilleure protection parce que les femmes sont vraiment la colonne vertébrale de la société. Depuis mai 2017, au moins 43 femmes ont été tuées et d'autres enlevées pour des rançons, selon la police ougandaise. Les défenseurs des droits de l'homme en Ouganda ont pointé du doigt une réponse inadaptée et un taux très faible d'élucidation de ces crimes. Pour dénoncer cet état des choses, plusieurs personnes arborant des t-shirts avec l'inscription « La vie des femmes compte » ont brandi des pancartes où figuraient les noms des victimes. Dans quelle sorte de société vivons-nous où 42 femmes sont mortes et nous demandons ce qu'elles portaient? Combien de petites amies ont-elles eu? Vous savez, c'est une telle culture du viol et la mentalité qui tend à blâmer la victime. Nous exigeons donc, non seulement de la police et du gouvernement ougandais, mais aussi du public ougandais, de la société ougandaise, que nous puissions faire mieux. Nous pouvons faire mieux pour les femmes, nous pouvons faire mieux pour nous-mêmes. La société civile appelle les autorités ougandaises à poser des actions concrètes et à prendre la mesure de leurs responsabilités sur l'augmentation fulgurante des enlèvements et les meurtres de femmes dans ce pays.
Et en Afrique du Sud, nous nous sommes intéressés au projet hors norme du capitaine Nick Sloan. Son objectif, approvisionner en eau la métropole du Cap, victime d'une sécheresse historique, en cueillant des icebergs en Antarctique. À la pointe sud-ouest de l'Afrique du Sud, le Cap et ses 4 millions d'habitants souffrent d'une terrible sécheresse. Cette année, la ville a échappé de justesse au jour zéro, celui où l'eau cessera de couler au robinet au prix de restrictions d'eau drastiques toujours en vigueur. Mais le scénario catastrophe risque de devenir réalité si les pluies attendues dans les mois qui viennent ne se concrétisent pas. Pour sauver le Cap, Nick Sloan, le sud-africano-zambien de 56 ans, habitué des projets hors normes, propose de partir à la chasse aux icebergs, ces immenses réservoirs d'eau douce qui flottent à 2000 km à peine des côtes sud-africaines en pleine Antarctique. On veut attraper des icebergs que la nature elle-même amène très au nord. Bien sûr, ce n'est pas au point d'avoir une livraison d'eau qui en serait entièrement dépendante, mais dans certains cas, la nature elle-même amène ces icebergs très loin au nord. Il y a quelques années, on a observé des icebergs au nord de la Buenos Aires, qui a une altitude similaire au Cap, aux alentours de 34 degrés au sud. Écoutez, si on avait beaucoup de pluie, je serais ailleurs en train de me détendre, de prendre du bon temps et jouer au golf. Mais avec ces 2-3 dernières années, c'est devenu effrayant. Le jour zéro où les réserves d'eau seront à sec, ce n'est pas un événement très loin, c'est pour l'an prochain. Jusque-là, personne n'a réalisé un tel exploit en Russie. Ils ont déjà repoussé des icebergs qui dérivaient vers des installations pétrolières, mais ils pesaient environ 1 demi-million de tonnes. On ne va pas être capable de remorquer un iceberg de cette taille. Ça pèse 100 millions de tonnes. On veut juste influencer sa trajectoire. Ça, on peut le faire. Si on arrive à modifier cette trajectoire de 30-40 degrés, on l'amènerait dans des houles différentes vers un autre système de courant. C'est comme 2 trains sur des rails différents. L'un va vers l'océan austral, l'autre va vers le Cap. À ce stade, il nous semble que les solutions d'utilisation des eaux souterraines ou de désalinisation reviendraient moins cher. On aurait un coût égal. Il y a aussi la question de savoir comment on récupérait l'eau d'un iceberg pour l'injecter dans notre système de distribution. On ne sait pas si c'est techniquement possible. Nick Sloan s'est déjà illustré en menant à bien le refoulement du paquebot Concordia après son naufrage au large de l'Italie qui avait fait 30 morts en 2012. Son plus grand défi et succès à ce jour, mais pas aussi titanesque que son dernier pari qui ferait accéder Nick Sloan à coup sûr à la postérité s'il le menait à bien et qui serait une première mondiale. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du colloque Femmes entreprenantes et dynamiques qui se tient ce week-end à Abidjan, la présidente internationale de l'ONG Femmes de demain, Christine Gouan-Bruno, nous a accordé cette semaine une interview au cours de laquelle elle s'est exprimée sur le rayonnement de l'ONG Femmes de demain en Afrique. Alors cette association, qui date maintenant de plus de 20 ans, est une association qui a pour objet de mener une réflexion sur le statut de la femme, mais pas au titre d'un féminisme classique. D'ailleurs, je l'avais appelé dès 1996 Femmes de demain, le nouveau féminisme. Aujourd'hui, la baseline a évolué et nous sommes davantage sur l'humanisme au féminin, avec cette volonté d'une réflexion qui n'est pas seulement sur les femmes et par les femmes, mais une réflexion globale de société, considérant que les femmes doivent occuper une place centrale dans la vie de la cité, dans la société en général, et qu'elles sont même le pilier irremplaçable de la structuration de la société et du développement des pays. C'est encore plus vrai en Afrique qu'ailleurs, et donc voilà aussi pourquoi je me suis terriblement attachée et ancrée en Afrique, parce que je pense qu'il y a une représentation du féminisme
féminin en Afrique qui est incomparable. Je suis passionnée par la vie africaine globalement, mais j'ai une grande accroche et la volonté de travailler avec les femmes africaines parce que je trouve qu'elles ont des compétences et une excellence qu'on ne trouve pas sur tous les continents. Alors je dirais tout d'abord que j'ai tenu, puisqu'avant je venais en Afrique, j'y ai des liens, de grandes amitiés, des réseaux institutionnels aussi dans la société civile importants, mais j'ai souhaité il y a 2 ans que ce soit des femmes africaines qui prennent le lead sur ce qui se fait par l'association en Afrique, considérant que ce n'était pas à moi d'arriver et de parler chaque fois, d'être dans des conférences où j'adore venir, hein, ça c'est pas le problème, mais donc j'ai tenu à ce qu'il y ait d'une part une présidente Afrique qui prenne en charge la coordination globale des associations existantes créées les unes après les autres, et je suis juste enchantée parce que les femmes que Yolande Esther Lida, qui est ma présidente africaine, a pu choisir avec mon accord évidemment, sont des femmes qui ont toutes occupé des postes d'envergure, qui ont elles-mêmes une construction personnelle qui les a amenées dans des milieux économiques ou dans des milieux de direction de société ou de groupes même importants. Ce sont donc des femmes qui ont un profil intellectuel nourris et qui par ailleurs ont surtout, parce que j'y tiens fondamentalement, en lien avec la charte de femmes de demain qui est basée sur des valeurs et une reconnaissance d'un certain nombre de principes fondamentaux, ce sont des femmes qui ont des convictions, qui sont vraiment certaines que la société, oui, doit évoluer avec les femmes, mais ne peut évoluer que lorsque les femmes ont de la rigueur dans ce qu'elles entreprennent, ont la volonté d'agir et de réussir les programmes dans lesquels nous nous engageons. Nous sommes, je dois dire, aujourd'hui sur 20 pays, ce qui est donc juste pour moi fantastique. Et lorsque je rencontre des gens en ambassade, en ministère, et que nous allons avec la présidente du pays et quelques personnes parler de femmes de demain, chaque fois j'entends ce qui est ma pensée maintenant. Alors vous n'êtes vraiment pas comme les autres. Vous n'êtes pas une association comme les autres. Et ça me fait très plaisir parce que comme nous sommes crédibles par nos parcours, nous avons effectivement une écoute importante et chaque fois l'on me dit venez, présentez-nous vos programmes parce qu'on sait qu'avec vous, ça marchera. Et nous avons confiance en vous. Donc moi j'ai une totale confiance dans les femmes qui aujourd'hui président associations, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Nigeria, etc. Parce que ce sont des femmes qui sont vraiment ancrées dans leur vie, qui ont des convictions et avec qui nous allons déployer progressivement le vrai rayonnement de femmes de demain qui existe aujourd'hui dans une reconnaissance réelle puisqu'elles étaient invitées par exemple, sans passer par moi, directement, femmes de demain Afrique était invitée à un grand colloque sur la diaspora africaine en France récemment et je dois dire que le rayonnement par le nom et par le fait que nous existons, il est maintenant vérifié. Ce qui va être beaucoup plus important, c'est le rayonnement que nous aurons en ayant vraiment réalisé concrètement des programmes de terrain dans chaque pays. Je suis venue spécialement à Abidjan parce qu'il se tient un colloque dans lequel j'ai été invitée comme conférencière, un colloque organisé par une association qui s'appelle Femmes Entreprenantes et Dynamiques, qui est très liée à beaucoup de femmes qui ont des histoires, des parcours et des réussites. Revenons en France, près d'un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en France ces 15 dernières années, selon 2 études du CNRS et du Musée d'histoire naturelle, une catastrophe naturelle silencieuse due en grande partie à l'intensification des pratiques agricoles et à la disparition des jachères. Certains n'ont pas attendu ce rapport pour prendre des mesures et recréer des lieux de vie pour les oiseaux sur leurs exploitations. Reportage. La journée, on ne les voit pas, on les entend. Cette haie naturelle est un refuge pour les oiseaux. Sur cette exploitation de chèvres laitières dans la Vienne, Marc Caillé a décidé de replanter avec la Ligue de protection des oiseaux. Objectif, favoriser la biodiversité.
Comme ici, chênes, érables, noisetiers mis en terre il y a 12 ans. J'ai pris conscience qu'il fallait, en plantant des haies, ça veut dire qu'on abritait une faune et que cette faune, il fallait la préserver. Et pour la préserver, il fallait mettre de moins en moins d'engrais, de pesticides. Donc j'ai adapté le système pour en mettre le moins possible. Aujourd'hui, les chèvres mangent davantage de luzerne, produite sur la ferme et moins gourmande en engrais et pesticides que d'autres cultures comme le maïs. Après 5 ans d'adaptation, l'exploitation a retrouvé son équilibre financier. Sur les parcelles cultivées, la Ligue de protection des oiseaux conseille également de créer des bandes enherbées, c'est-à-dire de laisser des allées à l'état sauvage au milieu des zones travaillées. Le fait d'implanter une bande enherbée au milieu d'une grande parcelle agricole va en fait apporter énormément de bénéfices à la fois en termes de ressources alimentaires pour les oiseaux, de déplacement pour la faune, mais également pour l'exploitant agricole en termes d'auxiliaires de culture. C'est-à-dire que dans la bande enherbée, on va trouver un certain nombre d'insectes qui vont être en fait des alliés pour l'exploitant agricole sur ces cultures qui sont à proximité de la bande enherbée. À quelques kilomètres de là, après avoir supprimé des haies pour agrandir ses champs, Sébastien Hérault, producteur céréalier sur 350 hectares, a décidé lui aussi de replanter. Bon, les agriculteurs ont arraché des haies pour agrandir des parcelles, pour avoir moins de nuisances sur le rendement et tout ça. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout détruire au nom de la production, quoi. Ici, il faudra attendre quelques années avant que les arbres ne s'étoffent et attirent les oiseaux. En France, près d'un tiers des oiseaux de campagne ont disparu ces 15 dernières années, en grande partie à cause de l'intensification des pratiques agricoles. Dans le monde de la culture, le décès du cinéaste et écrivain français Claude Lanzmann a provoqué de nombreuses réactions en Israël, notamment celle de l'historien israélien d'origine française Alain Michel. Le décès jeudi dernier du cinéaste et écrivain français Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah, a provoqué de nombreuses réactions en Israël. Son film étant une référence dans la connaissance de l'extermination des Juifs par les nazis. Le film Shoah a été, je pense, un modèle du point de vue de cette idée, notamment que la parole des témoins est essentielle pour transmettre. Mais on n'a pas utilisé le film lui-même. Ce qui a été utilisé notamment par le musée de Yad Vashem, c'est justement les idées qu'avait amené Lanzmann, cette espèce de savoir-faire de construire l'histoire sur la parole du témoin. Il est très connu dans tous les milieux, soit intellectuels, soit les milieux qui sont liés à l'histoire ou à l'enseignement de la Shoah. Bien entendu, c'est quelqu'un qui est connu. Il est aussi connu pour n'avoir pas toujours été facile. Ça explique peut-être aussi cette présence un petit peu restreinte du personnage lui-même, Claude Lanzmann, à Yad Vashem. Claude Lanzmann fut aussi journaliste, directeur des Temps modernes et écrivain. Il était un défenseur infatigable de la cause d'Israël. Le réalisateur est décédé à l'âge de 92 ans. Une note sportive à présent, la capoeira, un art martial afro-brésilien, est devenu un moyen de renouer les liens sociaux pour certains jeunes en Centrafrique. Chaque dimanche, des jeunes de tous les horizons se rassemblent au stade de 20 000 places de Bangui pour s'entraîner et renouer les liens qui se sont tendus suite à la guerre et à la violence qui frappent leur pays depuis des années. À Mol, en Centrafrique, 7 jeunes dont 2 filles découvrent la capoeira grâce au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Hussein, l'un de ces jeunes et président du club de capoeira, se souvient que lorsqu'ils ont quitté la RDC à cause de la guerre, ils étaient tous traumatisés par les tueries et le HCR, en cherchant des moyens d'adoucir les mœurs, ont ramené la capoeira. En effet, Marion, une Française résidente à Bangui, explique que pendant les entraînements, les jeunes ne s'occupent pas de savoir l'ethnie, la religion, la situation sociale et encore moins le handicap des autres. Aussi, elle souligne que les participants font plus que pratiquer un sport, ils souhaitent contribuer à pacifier les jeunes et leur inculquer des valeurs de solidarité, de non-violence et de tolérance.
Voilà, il y a les chrétiens qui disent à leurs enfants et les musulmans ils nous tuent et tout ça. Et il y a les musulmans qui disent n'allez pas vers les chrétiens, ils ne nous aiment pas. On s'est dit ok, nos quartiers sont divisés, pourquoi pas créer ça et réunir les enfants. Et je te jure qu'aujourd'hui on est arrivé à avoir 285 élèves, plus même, et voilà. C'est la paix qu'on a perdue, donc vraiment on s'est dit ok, tant mieux, on va prendre les enfants soldats, on va prendre tous ces mondes-là, mais on va les verser dans la paix et la cohésion sociale. C'est comme ça qu'est né le projet Capoeira pour la paix et la cohésion sociale à Bangui et en Centrafrique en entier. En 2016, Hussein et Vicky, un autre membre du club, s'étaient vu remettre leur diplôme de capoeira par Caroline Avrov, princesse de Monaco. Pour Hussein, la capoeira, c'est beaucoup d'amour, de famille, et en elle, on se retrouve comme dans un cocon. La devise de l'association, à savoir Capoeira pour la paix, la cohabitation, l'amour, le respect de l'autre et la maîtrise de soi, est scandée par les jeunes à la fin de chaque séance d'entraînement. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de nous suivre et bon week-end.